C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab, policière et déléguée nationale du syndicat Unité SGP. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la situation d'abord très tendue en Guadeloupe et en Martinique. Il y a eu un renfort de 250 policiers et gendarmes, dont 50 du RAID et du GIGN. Un couvre-feu est instauré désormais et il y a tous les jours des affrontements, des violences contre les forces de l'ordre. Ils ont reçu des tirs à armes réelles. D'abord, est-ce qu'il y a assez de renforts qui ont été envoyés sur place et pourquoi il y a une telle violence qui s'exerce à l'égard et à l'encontre des forces de l'ordre? Alors, pas tant sur le nombre que sur le format des effectifs qui a été envoyé. Ce qui est assez inquiétant et embêtant, c'est le refus catégorique. Et je pense par le préfet sur place de voir débarquer des unités de force mobile que sont les CRS. La situation actuelle en Guadeloupe, ce sont des barrages, notamment en journée, des pillages la nuit. On a un mouvement en fait qui se divise en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en journée, vous avez la contestation sociale, aussi dure soit-elle, avec notamment ces barrages qui empêchent du coup l'ouverture des écoles, les transports, et donc du coup qui a un impact extrêmement grave sur la population en matière de santé ou d'accès aux soins. Et le souci, c'est que la nuit, dès que la nuit est tombée, on a les sorties criminelles, le pillage. Ce qu'il faut impérativement, c'est récupérer le territoire. Sauf que la possibilité de démanteler les barrages puis de maintenir le territoire doit normalement obliger nos autorités à inclure dans le système des unités de force mobile, c'est-à-dire les CRS, pour démanteler les barrages, pour reprendre le territoire et ensuite permettre aux unités de sécurité publique qui sont déjà sur place ou qui ont été envoyées en renfort de garder et de maintenir la présence policière sur le terrain, en attendant que les effectifs d'investigation aillent éventuellement interpeller les auteurs d'actes criminels. Mais c'est pas fait, il n'y a pas de CRS. On a un refus, alors on s'interroge, on a un dialogue très franc avec le ministère de l'Intérieur et la DGPN qui eux-mêmes semblent se voir opposer en fait finalement l'idée d'envoyer des CRS. Est-ce que c'est au-dessus du ministre de l'Intérieur? On peut légitimement s'interroger. On peut aussi s'interroger quant à la position du préfet sur place. Est-ce qu'il ne reste pas peut-être engoncé et choqué par les événements de 67 et donc refuser des unités de force mobile au motif de ce qui s'est passé à cette date-là? Sauf que la plupart des personnes qui montent les barrages et qui aujourd'hui pillent l'île sont nées après 67 et donc que faire de cette histoire dont il faut absolument sortir? Donc il y a un problème de moyens déployés sur place. Il faut envoyer des compagnies de CRS pour vous et oui, rapidement. Bien sûr. Il faut les envoyer. On a les moyens logistiques. Les effectifs sont extrêmement bien formés pour ça. La DCCRS n'a de cesse de mettre en avant la capacité et très légitimement des CRS à pouvoir se déployer très vite et à rétablir l'ordre. Et le souci, c'est qu'on ne le fait pas. Alors, ce qui est assez inquiétant, parce que on dit que les DROMCOM, c'est la République, et puis au final, on laisse ces territoires un petit peu supplétifs. Alors que si la même chose s'était passée à Marseille ou à Paris ou à Lille ou à Toulouse, on aurait déployé ces unités très rapidement. Donc c'est assez inquiétant et puis c'est en plus très contradictoire parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui dit que l'ordre public est un préalable au dialogue et en même temps on a un Premier ministre qui met en place une instance de dialogue avec le refus de la population parce qu'il y a une totale incohérence. Et de la même manière qu'il y a de l'incohérence politique, il y a aussi de l'incohérence opérationnelle. Il y a aussi ces tirs contre les policiers et les gendarmes. Ça veut dire qu'il y a une délinquance. Là, on ne parle pas de gens qui ont des revendications sociales. Il y a une délinquance ancrée, enquistée en Guadeloupe et en Martinique, liée au trafic de stupéfiants? Oui, moi je pense que très sincèrement, les territoires des DROMCOM, moi je dis qu'un peu ce sont les supplétifs des territoires de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable prise en charge. On sait très bien que ce sont les parents pauvres en matière d'éducation nationale, de santé, de prévention, de logement. On y injecte des minima sociaux et puis on laisse faire les populations sans construire aucun projet. Et je vous parie qu'une fois encore, on construira aucun projet malgré ce qui est en train de se passer. Mais on fera un chèque. Et malheureusement, au bout du bout, qui paye l'addition? Ce sont les forces de l'ordre. Ce sont ces douaniers qui, parce qu'ils ont à cœur de préserver la vie humaine, préfèrent abandonner leur poste que de devoir se protéger et tirer du coup avec leurs armes individuelles contre les personnes qui ont pris d'assaut leurs locaux et qui ont donc volé cet armement et ces munitions qui probablement ont été en partie utilisées contre les policiers puisqu'ils ont reçu des tirs de 9 mm et qui vont évidemment être reversés dans la criminalité organisée avec les conséquences dramatiques sur la population. Est-ce qu'il y a un problème de sous-effectif policier chronique en Guadeloupe et en Martinique? Il y a un problème de sous-effectif chronique en Guadeloupe et en Martinique. Il y a un problème chronique de sous-effectif dans l'éducation nationale, dans la santé, dans les politiques locales. Il y a un manque chronique sur place avec des collègues qui nous disent que toute l'année on est débordé et que du coup on est obligé de laisser faire. Ces violences contre les forces de l'ordre, elles se déroulent en Guadeloupe, elles se déroulent aussi en métropole, absolument tous les jours. Les policiers sont agressés. Il y a une information de nos confrères d'Europe 1 qui estime que 750 fonctionnaires ont déposé une demande d'urgence au groupe d'appui des policiers qui a été mis en place depuis le mois d'août 2020
Sylvain. Ça veut dire que chaque jour, il y a 1 à 2 policiers qui estiment qu'il est en danger, non seulement sur le terrain, mais aussi dans sa vie privée. Parce qu'il y a des tags qui mettent le nom de sa compagne, le nom de ses enfants sur les halls des immeubles. C'est grave. Oui, c'est extrêmement grave et on sait que les policiers sont par milliers victimes d'agressions chaque année et blessés, voire gravement, voire même tués. Et puis, de plus en plus, on a aussi cette fusion entre la vie professionnelle et la vie privée des policiers. Autrefois, on taguait, quand je dis on, je parle notamment des délinquants et des squatteurs, des dealers dans les halls d'immeubles qui taguer les plaques d'immatriculation des voitures banalisées, qui taguaient les pseudos des bacus en leur faisant passer des petits messages. Et puis progressivement, on glisse et c'est maintenant les plaques d'immatriculation des voitures personnelles. Ce sont des photos volées des familles, ce sont les noms et les prénoms, parfois même les origines des policiers qui sont jetés au nu avec clairement des appels au meurtre dramatiques, des appels à violer, des appels à couper des têtes des policiers. Et il y a des policiers qui sont ciblés, nommément ciblés encore cette semaine. À Créteil, donc dans le Val-de-Marne, un policier qui me dit j'ai mon origine parce qu'il est d'origine turque qui est tagué sur les halls d'immeubles, on me traite de traître et on me met, il y a limite un appel au meurtre sur ma tête. J'ai un autre collègue qui est d'origine africaine dont on ne cesse d'écrire le prénom et le nom en le traitant de traître et donc du coup sur lequel il pèse une espèce de menace permanente contre son intégrité physique. Et donc évidemment que ça c'est permanent et quotidien. Et sauf que quand c'est quotidien, ça veut dire que le système n'est pas en mesure de protéger les policiers et ça veut dire que donc les violences contre les policiers elles deviennent systémiques puisque ce même système ne les protège pas. Quelle est la solution pour protéger ceux qui nous protègent donc ? Il y a plusieurs éléments. Nous, très factuellement, d'un point de vue administratif, on demande l'anonymisation, ce qui nous est actuellement refusé pour des raisons et des velléités totalement politiques et qui ne sont pas du tout compatibles avec l'idée qu'on puisse nuire en fait aux procédures. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est l'anonymisation des policiers sur les procès-verbaux. On a un matricule, on a un numéro de RIO, on nous bassine à longueur d'année avec ces deux séries de chiffres. Et quand on demande à ce qu'on puisse les utiliser sur les procès-verbaux, on le refuse. Sauf qu'une fois que les procédures sont entre les mains des avocats de la défense et donc entre les mains de la défense, ce sont des données personnelles des policiers qui sont entre les mains de n'importe qui. La deuxième chose, c'est une véritable prise en charge par l'administration des policiers qui sont victimes. Et notamment par le fait que quand on a connaissance de trafic de stupéfiants, notamment dans des quartiers avec des personnes qui ont décidé de faire de parties de territoire leur territoire, eh bien il faut des instructions fortes et il faut faire en sorte de démanteler. Et puis il y a la troisième chose, mais qui nous échappe totalement, c'est la justice. Il faut de véritables réponses de justice fortes contre les personnes qui veulent attenter à l'intégrité physique des policiers, comme on doit avoir une réponse forte quand on porte atteinte à l'intégrité d'un professeur ou d'un soignant ou d'un juge ou d'un élu. On ne peut pas laisser passer ça parce que, en réalité, c'est l'ensemble de la population qu'on met en danger. Quand des policiers ne sont pas protégés, des policiers ne peuvent pas protéger. Il y a de nombreux candidats à la primaire des Républicains qui reprennent ces revendications et qui disent qu'il faut une présomption de légitime défense pour les policiers et des peines minimales automatiques. On s'en prend à un policier, on va dormir en prison. Éric Ciotti le dit notamment. Vous êtes d'accord avec cela ? Nous, on avait déjà discuté depuis de longue date. Vous savez, les personnalités politiques ont tendance un petit peu à écouter les discours syndicaux, notamment des policiers, et à essayer de les reprendre un peu à leur manière pour parler à leur électorat. Et à la rigueur, ça ne m'intéresse pas, et d'autant plus que cette campagne présidentielle s'annonce extrêmement sale. Donc, moi, je les commente et mieux je me porte. Ceci dit, il y a des revendications claires que nous faisons parce que nous avons cette connaissance opérationnelle, nous avons l'expérience, nous sommes techniciens, nous sommes des policiers, et nous sommes au contact des forces de l'ordre. Et nous savons que oui, il faut des peines minimales contre toute personne qui agresse un représentant de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public. Mais malheureusement, avec une gradation dans la réponse, on imagine. Mais bien sûr qu'il faut une gradation de la même manière qu'on a une gradation sur toutes les questions de violence. À partir du moment où on a des circonstances aggravantes, et du coup elles sont augmentées. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, la justice est complètement engluée. Et quand un juge a par exemple la possibilité de condamner jusqu'à 5 ans d'une peine d'emprisonnement des violences contre un policier ou même contre un professeur, il ne peut pas le faire. Donc il va prononcer 2 mois avec sursis ou des tiges qui ne sont jamais faites, des travaux d'intérêt généraux qui ne sont jamais effectués parce qu'on n'a pas les moyens de les faire effectuer. Et donc du coup, au bout, on a un sentiment d'impunité qui s'installe et l'idée que l'on peut s'en prendre à tous les représentants de l'État gratuitement. Donc il faut ces peines minimales automatiques en cas d'agression sur les forces de l'ordre. Bien sûr, il faut des peines automatiques parce que c'est la pérennité de notre système social tel que nous le connaissons aujourd'hui qui est aussi beau qu'il est fragile. On ne peut pas laisser les acteurs de la vie citoyenne, c'est-à-dire ceux qui protègent les citoyens, ceux qui leur enseignent leur savoir, ceux qui les soignent, ceux qui
se font élire par ces mêmes citoyens, être agressés et les laisser se débrouiller face à une justice qui est engluée et donc face à un système qui ne protège plus. La Cour des comptes a rendu son rapport il y a quelques jours. Elle insiste dans ce rapport sur la trop faible présence des policiers sur le terrain et le besoin d'une meilleure gestion des ressources humaines. Sur le fond, j'imagine que vous êtes d'accord, mais ils estiment que malgré la hausse de la masse salariale, eh bien, le taux d'élucidation des enquêtes s'est détérioré au fil des années. C'est la réalité ? Moi, j'ai lu le compte-rendu de la Cour des comptes. J'ai également entendu les propos de M. Moscovici qui s'est étalé dans la presse comme on s'étale en tant qu'homme politique, mais pas en tant que dignitaire de la Cour des comptes. Je suis assez interrogée. En fait, M. Moscovici a été ministre du budget de 2012 à 2014. Et pendant cette période, il a continué à mettre en place la RGPP. La réduction des effectifs dans le cadre de la modernisation de l'action publique qui a consisté à éteuter tous les effectifs dans toute la fonction publique, dont la police. Et puis en 2015, malheureusement, nous avons connu les attentats dramatiques, Charlie Hebdo, le Bataclan, et il y a une remise en question en fait de la question de sécurité. De la politique en matière de sécurité en France, et là on a commencé à recruter des effectifs. Sauf qu'entre-temps, il y a des choses qui se sont installées. Il y a évidemment la lutte contre le terrorisme. Il a fallu renforcer les effectifs de renseignement qui avaient été en partie démantelés par le président Sarkozy. Il a fallu aussi répondre à la question de la pression migratoire, qui est aussi de la gestion policière avec les conflits au Moyen-Orient. Et puis il y a évidemment les contestations sociales qui sont nées, je rappelle, sous le gouvernement dont a fait partie M. Moscovici avec la loi travail, et qui ont continué avec les Gilets jaunes et qui continuent de manière permanente. Et donc, du coup, c'est une charge de travail exponentielle pour les forces de l'ordre, avec une augmentation démographique de 3 millions en 10 ans. Et quand on entend la Cour des comptes dire on a augmenté les effectifs de 900 ou de 1000 personnes, mais ça marche pas mieux. Mais j'ai envie de rire, en fait. Et de la même manière qu'on a une augmentation de la charge opérationnelle, on a une augmentation démographique, mais on a aussi un problème structurel, c'est-à-dire que quand la Cour des comptes dit que la masse salariale, en fait, représente 90% du budget au ministère de l'Intérieur, en tout cas pour la police nationale, j'ai envie de dire, mais heureusement qu'on paye les heures supplémentaires des policiers qui, au passage, ne sont pas majorés, qui sont payés à coups de lance-pierre. On va quand même pas se plaindre que des agents qui travaillent 60 heures par semaine voient leurs pauvres heures supplémentaires être payées. Première chose. Et la deuxième, une grande malhonnêteté de la Cour des comptes qui arrête son commentaire en 2021 sur des chiffres de 2019 où en effet il y a eu un paiement des heures supplémentaires, sauf que depuis 2019, et ça la Cour des comptes ne le dit à personne, c'est que l'ensemble des hausses de budget ont été reversées aux moyens matériels et non pas à la masse salariale. Donc il y a toujours autant d'heures supplémentaires impayées du côté de la police. Bien sûr, toujours autant d'heures. On parle en millions d'heures supplémentaires. Bien sûr, on a en réalité toujours autant d'heures, on cumule toujours autant d'heures. On a un statu quo sur la réforme des cycles horaires dans la police nationale avec des positions syndicales qui ne sont pas entendues par notre administration. Et puis, malheureusement, évidemment que ça a des impacts sur l'élucidation des enquêtes. Parce que quand vous êtes surchargé, quand l'enquête préliminaire arrive au bout du délai que le Code de procédure pénale prévoit, et malheureusement, vous faites des vaines recherches. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que vos messages ont été entendus par Gérald Darmanin, notamment, que les choses ont bougé, il y a eu plus de matériel dans les commissariats, on a rénové certains commissariats. Est-ce que ça avance un petit peu ou pas ? On peut dire que sur l'aspect très visible du sujet, il fait les choses. En effet, il y a eu des moyens matériels, il faut être honnête. On s'en rend compte, nous, en tant que policiers, dans les services. Les citoyens s'en rendent compte aussi. On voit de nouvelles voitures, il y a une tentative de modernisation des moyens matériels de la police. Mais en réalité, c'est le fond philosophique qui pose problème. C'est l'organisation structurelle de la police nationale. C'est le management qui nous pose problème et pour lequel le ministre semble complètement démuni face à une administration toute puissante qui ne laisse pas faire la parole politique se déverser sur l'organisation de la police nationale. Et je pense que, du coup, le ministre de l'Intérieur, au final, quand il ne commet pas d'erreur comme ont pu en commettre les ministres de l'Intérieur précédents, lui, il démontre juste finalement que, avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, en réalité, il reste bien faible face à la toute-puissance technocratique de notre administration. Les policiers, vous insistez beaucoup sur la réponse pénale, la faiblesse de la réponse pénale à vos yeux. Il y a 3000 magistrats qui ont fait une tribune dans Le Monde qui disent qu'ils s'alarment de la dégradation de leurs conditions de travail. Ça aurait pu être signé par des policiers parce qu'ils disent nous sommes une justice qui traite les affaires en 15 minutes, on n'a plus le temps de rien faire, manque de temps pour traiter les dossiers. Ça aussi, c'est le parent pauvre de la justice, les magistrats. Bien sûr, c'est un des parents pauvres. Et je reviens encore sur les paroles de M. Moscovici qui s'était permis de dire la police et la justice ne sont plus les parents pauvres. Mais c'est une honte. Enfin, je veux dire, vous demandez à n'importe quel téléspectateur vous demandez lui combien de temps a pris sa procédure, en fait. Des fois pour des faits qui sont relativement graves, de violence et qui exigeaient de l'urgence. Est-ce que les magistrats ont pu répondre rapidement? Non. La justice est engluée. La justice n'a pas de moyens.
Et malheureusement, elle souffre aussi d'une politique pénale qui ne lui est pas favorable, avec des circulaires comme celle de Madame Belloubet qui dit que les peines de prison, ça doit être le dernier recours en mettant en place toutes les alternatives possibles, mais des alternatives qui sont inapplicables. Puis ensuite, un garde des Sceaux actuel qui en rajoute que la prison, finalement, il ne faut pas y penser, sauf à regarder la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires. Et donc, on a des magistrats qui disent, moi, je veux bien envoyer les voleurs en prison, sauf que, mes ministres me disent de ne pas le faire. Deux, il n'y a pas de moyens, on n'a pas assez de greffiers, les dossiers s'amoncellent. Et donc, du coup, on a des victimes à qui on ne peut pas apporter une véritable solution. Il y a une véritable politique du chiffre dans la justice, comme il y en a chez nous. Et on leur demande en fait de sortir les dossiers, c'est l'expression. On sort les dossiers et on se fiche complètement du résultat. Les places de prison, ça aussi c'est un enjeu central dans la campagne présidentielle. Il en faut beaucoup, il faut en construire beaucoup. À vos yeux, vous les policiers ? Oui, je pense qu'il faut en construire parce que quand on prétend vouloir améliorer, et c'est logique dans une démocratie comme la nôtre, sur la question de la dignité humaine, améliorer les conditions de détention des personnes et envisager donc du coup une meilleure peut-être insertion de ces mêmes personnes à la sortie de la prison en apportant évidemment la question de l'éducation, de la formation, du suivi psychologique, etc. Mais évidemment donc il faut des places de prison. On ne peut pas prétendre être attaché à la dignité humaine et accepter qu'il y ait des matelas au sol. Et de la même manière, on sait très bien que ça a des conséquences sur notre travail, notamment sur le prononcé des peines de prison, parce que les juges, et à la rigueur on ne peut pas leur en vouloir, ne veulent pas qu'il y ait des matelas au sol. Et donc du coup, les procédures, elles font que les personnes ne sont pas condamnées. Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue faire ce constat ce matin sur CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.